Je suis rentrée à la maison sur ma pause déjeuner, juste pour récupérer un dossier oublié. 15 minutes, pas plus. Une course rapide, un aller-retour, et ensuite retour au bureau comme si de rien n'était. En tournant dans notre lotissement, j'ai tout de suite vu un détail qui n'avait rien à faire là. La voiture de Karine était garée devant chez nous. Pas devant sa porte, pas de travers comme elle le faisait quand elle déposait les enfants à l'école, mais bien ici, près de notre portail, comme si elle était venue exprès et qu'elle voulait pouvoir repartir vite. Une seconde, j'ai pensé à quelque chose de banal. Un colis. Un service. Une urgence stupide du quotidien. Je suis descendue de voiture avec ce réflexe automatique de femme pressée, clé déjà en main, téléphone coincé contre la paume, regard qui vérifie l'heure. J'ai ouvert. Et j'ai été frappée par le silence. Pas le silence agréable d'une maison vide, celui qui sent le linge propre et la lumière de midi. Non. Un silence épais, anormal, comme si l'air retenait sa respiration. Chez nous, quand Maxime travaillait à la maison, il y avait toujours quelque chose. Une radio très basse, un appel en visio, le bruit d'un clavier, un mug qu'on pose sur le plan de travail. Même ses pas se reconnaissaient. Même sa façon d'ouvrir un placard. Là, rien. J'ai refermé la porte doucement derrière moi, sans comprendre pourquoi je faisais ça. Comme si le moindre bruit allait annoncer ma présence à quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Maxime ? Ai-je appelé, depuis l'entrée ? Aucune réponse. J'ai avancé vers la cuisine. Tout était exactement comme le matin. Mon mug avec une trace de rouge à lèvres, une assiette dans l'évier, le torchon plié de travers parce que je l'avais attrapé trop vite. Rien n'avait bougé. Comme si personne n'avait eu le temps de vivre ici depuis mon départ. Mais la voiture de Karine était dehors. Je me suis arrêtée au milieu de la pièce, et mon cerveau a commencé à chercher des explications, parce qu'il déteste le vide. Peut-être qu'elle a laissé quelque chose. Peut-être qu'elle a eu un souci chez elle. Peut-être qu'elle a juste garé là pour faire demi-tour. Et pourtant, plus je regardais, plus un détail s'imposait. Si elle était venue pour quelque chose de simple, elle aurait sonné. Elle aurait crié mon prénom, comme d'habitude. Elle aurait mis sa tête par la porte en lançant une phrase légère. Il n'y avait aucune trace de Karine, mais il y avait sa voiture. J'ai fait quelques pas dans le couloir, et là, j'ai entendu l'eau. Pas un robinet qui goutte. Un vrai bruit d'eau, continu, régulier. Comme une douche. Une douche à cette heure-là, chez nous, un mardi, en plein milieu de la journée. J'ai senti un froid me glisser le long de la colonne vertébrale. Mon dossier n'était plus qu'un prétexte dans ma tête. Je ne pensais plus au bureau. Je ne pensais plus au mai. Je ne pensais même plus à ce que j'allais dire si Maxime apparaissait d'un coup. Je pensais seulement, pourquoi ? J'ai monté une marche, puis une autre. Lentement, comme si mes jambes n'étaient plus sûres de vouloir m'obéir. Chaque petit craquement du bois sous mon pied sonnait trop fort. Comme si la maison, elle aussi, savait. Je me suis accrochée à une idée ridicule, juste pour respirer. Peut-être que Karine a un problème d'eau chez elle, peut-être que Maxime lui a proposé la douche, peut-être qu'elle est là, mais c'est innocent. Sauf que je connaissais Karine. Elle ne faisait jamais rien sans me prévenir. Elle adorait prévenir. Elle adorait être vue comme la voisine parfaite, la femme organisée, la mère irréprochable. Si elle avait eu besoin de quelque chose, j'aurais eu un message, un petit emoji, une phrase polie. Je n'avais rien. Arrivé en haut, le bruit de la douche était plus clair. Et, par-dessus, il y avait autre chose. Des voix. Pas une conversation normale. Pas un échange. Un murmure proche, étouffé, comme quand on parle la bouche contre l'oreille de quelqu'un. Je me suis figée. À ce moment précis, j'ai senti que quelque chose allait basculer, et je n'avais pas encore vu quoi. C'était cette seconde suspendue où l'on comprend que l'on ne pourra plus faire semblant. Même si on le voulait. Je suis restée immobile, main sur la rampe, le regard fixé vers la porte de notre chambre. Et dans ma tête, une phrase a traversé, froide, limpide. Ce silence n'est pas un hasard. La porte de la salle de bain était presque fermée. Pas complètement. Juste assez pour laisser passer un filet de vapeur. Une brume tiède qui glissait dans le couloir comme un secret mal caché. Je me suis approchée. Le bruit de l'eau était net maintenant. Continue. Stable.
Et derrière, des voix. Pas une discussion. Pas des mots distincts. Des souffles. Des rires étouffés. Ce genre de proximité qui n'existe pas par hasard. Ma main s'est posée sur la poignée. Elle était chaude. Ce détail-là, je m'en souviens encore plus que du reste. La chaleur du métal contre ma paume. Comme si la scène vivait déjà depuis un moment. Comme si je n'arrivais pas au début d'une erreur, mais en plein milieu d'une habitude. Mon cœur battait vite, mais étrangement, je ne tremblais pas. Il y a parfois une seconde où le corps comprend avant l'esprit. Où tout devient limpide, sans preuve visible, sans explication. Juste une évidence qui traverse la poitrine comme une lame froide. Je n'ai pas crié son prénom. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas reculé. J'ai ouvert. La porte a cédé sans résistance. La vapeur m'a frappé au visage. L'odeur de mon gel douche. La serviette que j'avais pliée moi-même le matin. Le carrelage blanc. Le miroir encore embué. Et eux. Maxime. Corinne. Dans ma douche. L'eau coulait sur leurs épaules comme si rien n'était sacré. Comme si cette salle de bain n'était pas la mienne. Comme si ce carrelage, ce rideau, ce tapis, ces murs n'avaient pas été témoins de mes propres matins, de mes propres habitudes, de ma propre vie. Il l'atténaït. Elle riait encore une demi-seconde avant de me voir. Puis tout s'est figé. Le temps n'a pas explosé. Il s'est arrêté. Maxime a tourné la tête en premier. Son regard est passé de l'incompréhension à la panique en moins d'une respiration. Karine a porté la main à sa bouche, comme si elle venait d'oublier quelque chose d'important. Personne n'a parlé tout de suite. Et c'est là que le déclic est arrivé. Pas une montée de colère. Pas une crise. Pas des larmes. Un déclic froid. Comme si quelque chose en moi s'était déplacé d'un cran et s'était verrouillé. Je les ai regardés sans ciller. Je n'ai pas vu une erreur. Je n'ai pas vu un accident. Je n'ai pas vu deux personnes surprises. J'ai vu une organisation. Une habitude. Une confiance détournée. Ils n'avaient pas l'air d'avoir été interrompus au début de quelque chose. Ils avaient l'air dérangés au milieu de quelque chose. Et cette nuance a tout changé. Maxime a balbutié mon prénom. Écoute, je peux expliquer. Je ne l'entendais déjà plus. Parce que, dans ma tête, tout s'alignait. Ses douches plus longues. Son téléphone retourné, écran contre la table. Les migraines soudaines de Karine les jours où je finissais tard. Les silences. Les regards évités. Tout s'assemblait avec une précision presque insultante. Je n'étais pas face à une surprise. J'étais face à une vérité qui existait depuis longtemps. Je me suis entendu parler, mais ma voix ne semblait plus venir de moi. Calme. Droite. Étrangera. À cet instant précis, je n'étais plus l'épouse blessée. J'étais la femme qui venait de comprendre que sa maison n'était plus un refuge. Et que plus rien ne serait jamais comme avant. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je les ai regardés une dernière seconde, comme on regarde une photo avant de la déchirer. Puis j'ai reculé. Maxime a tenté de sortir de la douche, attrapant une serviette. Attends. Écoute-moi. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de tirer la porte. Ils ont cru que je fuyais. Je ne fuyais pas. La porte s'est refermée. Le déclic a été net. Sec. Je suis restée une fraction de seconde immobile devant le bois blanc. J'entendais leur voix derrière. Des chuchotements précipités. Des mouvements désordonnés. C'est là que j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai tourné la clé. Le verrou a claqué. Cette fois, le son a résonné comme un coup de marteau. « Tu fais quoi » a crié Maxime derrière la porte. Je n'ai pas élevé la voix. « Restez là. » Silence. Puis Karine, plus aiguë. « C'est ridicule, ouvre. » Ridicule. Le mot m'a presque fait sourire. Je suis descendue les escaliers lentement. Chaque marche semblait plus solide que la précédente. Mon souffle était régulier. Mon cœur battait fort, mais il battait droit. Dans la chambre, j'ai pris mon téléphone. Mes doigts n'étaient plus hésitants. J'ai ouvert mes contacts. Léo. Je l'ai appelé.
Il a répondu au deuxième signal. Allô? Ça va? Sa voix était normale. Fatigué, peut-être. Occupé. Rien qui annonçait ce qui allait suivre. Je n'ai pas tourné autour. Viens chez moi. Maintenant. Un silence. Il se passe quoi? Je me suis appuyée contre la commode pour rester parfaitement stable. Tu dois voir quelque chose. Il a respiré plus fort. Karine est là? Oui. Nouvelle pause. Cette fois plus longue. Il avait compris. Pas tout. Mais assez. J'arrive, a-t-il dit simplement. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. J'ai raccroché. Au-dessus de moi, j'entendais les coups contre la porte. Ouvre, c'est n'importe quoi. On peut parler. Tu es folle. Folle. Je me suis surprise à constater que je ne ressentais aucune folie. Juste une précision glaciale. Je suis remontée à l'étage. Je me suis arrêtée devant la porte verrouillée. Léo arrive, ai-je dit calmement. Silence immédiat derrière le bois. Puis Maxime, plus bas. Tu ne vas pas faire ça. Si. Je venais de le faire. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai attendu. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas dans le doute. Je n'étais pas dans l'espoir. Je n'étais pas dans l'illusion. J'étais dans l'action. Et quelque chose en moi venait de se redresser définitivement. La sonnette a retenti 20 minutes plus tard. Pas longtemps, mais assez pour que derrière la porte de la salle de bain, leur voix passe de la panique à la colère, puis au silence tendu. Je suis descendue ouvrir. Léo était sur le seuil. Il portait encore sa veste de chantier. Les mains poussiéreuses. Le visage fermé. Il est où? A-t-il demandé. Pas bonjour. Pas pourquoi. Il s'avait. Je me suis écartée. À l'étage. Il est entré sans enlever ses chaussures. Le silence dans la maison était épais. Et real. On entendait seulement le tic-tac de l'horloge du salon. Léo a regardé autour de lui, comme s'il cherchait un détail qui pourrait tout invalider. Une preuve qu'il s'agissait d'un malentendu. Il n'en a trouvé aucune. Les enfants sont chez ma mère, a-t-il murmuré, presque pour lui-même. Sa voix s'est brisée une fraction de seconde. C'est ça qui m'a frappé. Pas la colère. Pas la rage. Les enfants. Toujours les enfants. Je lui ai fait signe de me suivre. On a monté les escaliers côte à côte. Chaque marche semblait résonner plus fort que d'habitude. À mi-hauteur, il s'est arrêté. Dis-moi juste une chose, a-t-il soufflé. C'est réel? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui. Il a fermé les paupières une seconde. Puis il a repris sa marche. Arrivé devant la porte verrouillée, on a entendu un mouvement brusque à l'intérieur. Il savait. Léo s'est figé devant la poignée. Je pouvais voir sa respiration devenir plus lourde. Ils sont là-dedans? A-t-il demandé. Oui. Il a posé sa main sur le mur. Pas pour frapper. Pour se tenir. Depuis quand? A-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que la vérité, je la découvrais encore moi-même. Assez longtemps. Un silence. Puis, derrière la porte, la voix de Karine. Léo, écoute-moi. Il a retiré sa main du mur. Son visage s'est vidé. Plus aucune expression. Plus aucune hésitation. Seulement une décision en train de naître. Ouvre, a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte. Elle était définitive. Je me suis avancée. La clé était encore dans ma poche. Je l'ai sortie. Le métal était froid contre mes doigts. Je l'ai inséré dans la serrure. Et avant de tourner, j'ai regardé Léo. Dans ses yeux, il n'y avait plus de doute. Il y avait un père. Un mari trahi. Et un homme qui allait voir, de ses propres yeux. Ce qu'il n'oublierait jamais. Maxime avait laissé son téléphone sur la table de nuit. Écran noir. Comme si rien ne pouvait trahir ce qui venait d'exploser. Je l'ai pris. Aucun code. Ionic. Je l'ai déverrouillé et le nom est apparu immédiatement en haut de l'écran. Karine. Un cœur. Simple. Regular. Installé depuis longtemps. Je n'ai pas hésité.
J'ai ouvert la conversation. Des mois. Des mois de messages. Pas désordonnés. Pas impulsifs. Organizers. Comme un agenda. Elle part à 8h15. On a 2 heures. Mardi et jeudi c'est sûr. Migraine inventee. Léo garde les enfants. Tu me manques déjà. Puis plus bas. Hôtel comme d'habitude. Chambre 204, personne ne pose de questions. Je sentais Léo derrière moi. Immobile. Je faisiste filer lentement. Très lentement. Pour que chaque mot s'imprime. Pour que rien ne puisse être réécrit plus tard. Il y avait des captures d'écran de mon propre planning. Des photos de ma voiture garée au bureau. Des messages du type « Elle ne remarque rien. Elle est trop gentille. Tant qu'on prépare bien le terrain, le divorce passera tranquille. » Le mot divorce était là. Ancien. Prévu. Calcul. Plus bas encore. Il faut sécuriser les comptes avant. Renseigne-toi sur comment protéger les actifs. Je ne veux pas qu'elle prenne la moitié. Je me suis arrêtée. Pas par choc. Par clarté. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était un projet. Léo a tendu la main. Je lui ai donné le téléphone. Il lisait en silence. Son visage changeait à peine. Mais sa mâchoire s'est tendue quand il est tombé sur un message vocal transcrit. Léo ne voit rien. Il est prévisible. Il a expiré lentement. Très lentement. Puis il a continué à faire défiler. Un calendrier partagé. Des codes. Des symboles. Un simple signifiait « maison libre ». Un signifiait « danger ». Un signifiait « hôtel ». Ils avaient inventé leur propre langage. Dans ma maison. Dans nos vies. Et puis les moqueries. Celle-là faisait plus froid que le reste. Ta femme est adorable. Presque trop. On pourrait se voir dans leur salon, elle ne remarquerait même pas. On joue au voisin parfait. Léo a arrêté de lire. Il a posé le téléphone doucement sur la commode. Comme s'il déposait une preuve au tribunal. Ce n'est pas un accident, a-t-il dit. Sa voix était basse. Stable. Non, ai-je répondu. C'est une organisation. Nous avons compris la même chose au même moment. Il ne s'était pas perdu. Il nous avait planifié. Chaque message, chaque créneau, chaque mensonge. Je suis revenu à l'écran. J'ai pris des captures. Une par une. Puis j'ai ouvert mon cloud. Transfert automatique. Sauvegarde. Dati. Horodati. Parce que la douleur passe. Mais les faits, eux, restent. Et dans ce silence épais de la chambre, avec l'eau qui coulait encore derrière la porte verrouillée, j'ai senti quelque chose changer en moi. La trahison fait mal. La preuve rend forte. Ce n'était plus une scène de jalousie. C'était un dossier. Et nous étions en train de le constituer. Nous sommes restés là, debout dans ma chambre, avec ce téléphone posé entre nous comme une pièce à conviction. Il n'y avait plus de place pour le doute. Ce que nous avions vu ne laissait aucune zone grise. Ce n'était pas une erreur d'un soir. Pas une faiblesse. Pas une confusion de sentiments. C'était structuré. Planify. Repeat. Les dates revenaient avec une précision presque professionnelle. Mardis. Judis. Les fameux week-ends où Karine avait mal à la tête. Les jours où Maxime travaillait tard. Chaque absence avait été préparée. Chaque alibi ajusté. Chaque minute optimisée. Il ne se cachait pas seulement de nous. Il nous utilisait. Je me suis assise lentement sur le bord du lit. Je ne tremblais plus. Je ne pleurais pas. Je faisais l'inventaire. Combien de fois avais-je moi-même facilité leur rendez-vous? Combien de fois avais-je proposé? Reste à la maison, repose-toi. Je rentre tard ce soir. Combien de fois Léo avait-il pris les enfants pour soulager Karine? Nous avions été les logisticiens involontaires de leur liaison. Ils ont réfléchi à tout, a murmuré Léo. Je hocha la tête. Ils avaient réfléchi à la garde des enfants, aux finances, aux biens.
à la manière de limiter les pertes en cas de divorce. Ce n'était pas de l'amour désordonné. C'était une transition organisée. Ils construisaient déjà l'après. Sans nous. Derrière la porte de la salle de bain, j'entendais leur voix plus basse maintenant. Ils savaient que quelque chose avait basculé. Ils ne se disputaient plus. Ils attendaient. Peut-être espéraient-ils encore nous convaincre que c'était récent. Ou compliqué. Ou inévitable. Mais les messages disaient autre chose. Les messages racontaient des mois. Des projets. Des calculs. Je me suis tournée vers Léo. On ne parle plus d'une trahison, ai-je dit calmement. On parle d'une stratégie. Il m'a regardé longuement. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux. Seulement une lucidité brutale. Alors on répond avec une stratégie, a-t-il répondu. Et c'est là que j'ai compris la dernière chose. Le plus douloureux n'était pas qu'il se soit aimé. Le plus douloureux, c'était qu'il nous ait sous-estimés. Il pensait que nous resterions choqués. Disorientes. Emotifs. Il n'avait pas prévu le silence. Il n'avait pas prévu l'épreuve. Il n'avait pas prévu que nous réfléchirions avant de crier. Et dans ce moment suspendu, avec l'eau qui coulait encore derrière la porte verrouillée, j'ai senti le déclic définitif. Ce mariage venait de se terminer. Pas à cause d'un accident, mais à cause d'un plan. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'étais parfaitement lucide. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas insulté. J'ai simplement posé mon téléphone sur la commode, écran vers le haut. Le petit point rouge s'est allumé. Enregistrement en cours. Léo se tenait à côté de moi, immobile. Derrière la porte, il chuchotait encore. J'ai frappé une seule fois. Maxime. Karine. Nous allons parler. Comment. Silence. Puis la voix de Maxime, plus basse qu'avant. Ouvre. On va expliquer. Vous allez expliquer, oui. Mais d'abord, vous allez parler clairement. Je me suis approché davantage de la porte. Nous enregistrons. Un bruit sec derrière le mur. Comme si quelqu'un venait de poser une main brusquement contre le carrelage. Tu es devenu follé? A soufflé Maxime. Non, ai-je répondu. Je suis devenu lucide. Je ne criais pas. Je ne tremblais plus. Je posais les questions comme on remplit un formulaire. Depuis quand? Un long silence. Je n'ai pas relancé. Le silence travaille mieux que la colère. Finalement, la voix de Karine, fragile. Depuis, quelques mois. Je me suis tournée vers Léo. Il a fermé les yeux une seconde. Quelques mois, ça ne veut rien dire, ai-je dit. Une date. Maxime expire brilliant. Après la soirée chez vous. En septembre. Je l'ai noté mentalement. Septembre. 8 mois. Vous voyez combien de fois par semaine? Ce n'est pas comme ça que ça marche, a tenté Maxime. Combien. 2, parfois 3. La précision m'a frappé plus fort qu'un cri. Vous avez prévu de quitter vos conjoints? Cette fois, ils ont hésité plus longtemps. Puis Karine. On en parlé. Oui ou non? Maxime a répondu. Oui. Léo a légèrement inspiré, comme si l'air lui manquait, mais il n'a rien dit. Vous avez discuté des finances? Des biens? De la garde des enfants? Maxime a tenté un ton rationnel. On voulait juste anticiper. Pour que ça ne soit pas une guerre. Anticiper quoi? Silence. Puis, plus bas. Le divorce. Le mot est tombé sans théâtre. Juste un fait. Je me suis reculé d'un pas. L'enregistrement captait tout. Pas des cris. Pas des insultes. Des aveux. Clairs. Simples. Definitives. Vous avez essayé de cacher de l'argent? Ai-je demandé. Maxime a immédiatement réagi. Non. Trop vite. J'ai vu les recherches. Les messages. Il faut qu'elle ne prenne pas la moitié. Silence. Puis, plus froid. Je voulais me protéger. Je me suis tournée vers Léo. Il ne pleurait pas. Il ne tremblait pas. Il devenait solide. Et toi, Karine? A-t-il demandé calmement. Les enfants,
Tu avais prévu quoi? Elle a sangloté doucement. On pensait qu'il s'adapterait. Cette phrase a fait plus de dégâts que tout le reste. Je me suis approchée de la porte une dernière fois. Très bien, ai-je dit. Merci. Merci. Pas d'ironie. Pas de sarcasme. Juste un mot qui signifiait « c'est terminé ». J'ai arrêté l'enregistrement. Le point rouge a disparu. Je me suis sentie étrangement légère. Il pensait que nous allions hurler. Qu'on allait s'effondrer. Qu'on perdrait le contrôle. Au lieu de ça, nous avons obtenu la vérité. De leur propre bouche. Sans violence. Sans chaos. Juste des faits. Et parfois, les faits sont plus tranchants que n'importe quelle vengeance. Je n'ai pas posé de questions inutiles. Je voulais la chronologie. Rien d'autre. Depuis quand exactement? Ai-je répété? Cette fois, Maxime n'a pas tenté d'esquiver. Depuis la soirée chez vous, celle avec les cartes et le vin. En septembre. Je me suis revue ce soir-là. Les rires. Les photos. Les 4 verres levés dans la cuisine. Pendant que nous rangions les assiettes, il franchissait déjà une ligne. Où? Ai-je demandé. Pas pourquoi. Pas comment avez-vous pu. Où? Karine a répondu, presque mécaniquement. Au début, en voiture. Puis, dans un hôtel près de la rocade. Léo n'a pas bougé. Toujours le même? Ai-je poursuivi? Oui. Chambre réservée à l'avance? Parfois. La precisión me glacait. Ce n'était pas une impulsion. C'était organisé. Maxime a tenté de reprendre la main. Ce n'était pas juste physique. On voulait être ensemble. Je l'ai regardé comme on regarde un inconnu. Vous aviez un plan? Silence. Puis, à voix basse. Oui. Karina continue. On cherchait une maison. 3 chambres. Pour que les enfants puissent venir. 3 chambres. Déjà réparties. Déjà pensées. Et nous? Ai-je demandé. Maxime a évité la question. On voulait que ça se passe proprement. Proprement? Ma voix ne tremblait pas. Vous cherchiez comment protéger vos comptes. Comment limiter le partage. Ça aussi, c'était propre. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, je voulais éviter un conflit inutile. Inutile. 8 mois de mensonges, et le conflit était inutile. Léo a enfin parlé. Les parkings? Les faux rendez-vous? Les migraines? Karine a baissé la tête. Oui. Un seul mot. Mais il contenait tout. Je sentais quelque chose se déplacer en moi. Pas une explosion. Pas une crise. Un basculement définitif. Ils avaient imaginé elle après. Après le divorce. Après les explications. Après les dégâts. Ils avaient déjà quitté nos vies pendant que nous étions encore dedans. Vous pensiez nous l'annoncer quand? Ai-je demandé. Maxime a haussé légèrement les épaules. Quand ce serait le bon moment. Le bon moment. Comme si trahir était une question d'agenda. Je me suis redressée. Je ne ressentais plus de choc. Juste une évidence claire. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une faiblesse passagère. C'était un projet. Pense. Planify. Anticipe. Et à partir de cet instant, je n'étais plus la femme surprise dans son propre couloir. J'étais celle qui avait entendu les aveux. Et qui n'oublierait rien. Il y a un moment très précis où quelque chose se déplace. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. C'est intérieur. Pendant qu'il parlait encore, justification, demi-mot, on ne voulait pas faire de mal. J'ai senti ce glissement. Au début, la honte m'avait frôlé. Pas la leur. La mienne. La honte d'avoir été trompée. La honte d'avoir rien vu. La honte d'être celle qu'on regarde avec pitié. Je la sentais presque sur ma peau, comme une brûlure invisible. Puis ils ont continué à parler. À expliquer leurs hôtels. Leur calendrier. Leur après. Et soudain, quelque chose s'est éclairci. Je ne rougissais plus. Je les regardais. Et c'est eux qui baissaient les yeux. Maxime tentait encore de rationaliser. On allait vous le dire.
Corinne murmurate. On ne voulait blesser personne. Mais leurs phrases n'avaient plus de poids. Elles sonnaient creux. Parce que la vérité était simple. Ils avaient trahi en secret, calculé en silence, organisé l'après pendant que nous vivions le présent. Et moi, j'avais simplement découvert. Découvrir n'est pas honteux. Mentir, oui. Je me suis entendu parler, d'une voix étonnamment calme. Vous savez ce qui est intéressant ? Vous pensiez que c'était moi qui serais humilié. Maxime a levé les yeux, surpris. Mais je ne suis pas celle qui sort d'une salle de bain, enveloppée dans une serviette, surprise par la vérité. Silence. Léo n'a rien ajouté. Il n'avait pas besoin. La pièce avait changé d'axe. La honte a changé de camp. Je l'ai vu physiquement. Dans les épaules de Maxime qui se sont affaissées. Dans les mains de Karine qui ne savait plus où se poser. Dans leurs regards fuyants. Ce n'était plus moi la femme trompée. C'étaient eux les adultes pris dans leur propre mise en scène. Et à cet instant précis, quelque chose s'est réparé en moi. Pas l'amour, pas la confiance, mais la dignité. Elle est revenue d'un seul bloc. Je n'étais pas naïve. J'étais loyale. Je n'étais pas aveugle. J'étais confiante. La différence est immense. La honte appartient à ceux qui se cachent, pas à ceux qui découvrent. Et ce jour-là, dans ma propre maison, je me suis tenue droite. Parce que je n'avais rien à cacher. Je n'ai pas attendu que l'émotion redescende. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas négocié. Je me suis assise à la table du salon, j'ai posé mon téléphone devant moi. Et j'ai commencé à verrouiller ma vie. D'abord, l'épreuve. Capture d'écran. Conversation complète. Dates. Heures. Les messages sur le divorce, les recherches sur comment protéger ses actifs, les plans d'après. Tout. Je les ai envoyés dans 3 endroits différents. Cloud personnel, clé sécurisée, mail de sauvegarde. Rien ne devait disparaître. Rien ne devait pouvoir être contesté. Ensuite, l'avocate. Je l'ai appelée sans trembler. J'ai besoin d'un rendez-vous immédiat. J'ai des preuves d'infidélité et de tentative d'organisation financière avant divorce. Elle a écouté en silence. Puis elle a dit : ne discutez plus avec lui sans témoin. Ne supprimez rien. Ne menacez pas. On structure. Structural. C'était exactement ce qu'il fallait. Léo faisait la même chose de son côté. Avocat famille. Questions sur la garde. Sur l'impact des preuves. Sur les enregistrements. Nous n'étions plus dans une scène de drame. Nous étions dans un dossier. Et un dossier, ça se gagne avec des faits. J'ai changé tous les mots de passe. Banque. Assurances. Compte commun. Cloud Partage. J'ai activé la double authentification partout. Je n'avais plus confiance. Alors j'ai remplacé la confiance par des systèmes. Maxime tournait dans la maison, nerveux. Tu exagères. On peut régler ça entre nous. Je l'ai regardé calmement. Entre nous, c'était avant. Maintenant, c'est encadré. Je ne cherchais pas à me venger. Je cherchais à me protéger. Il y a une différence immense. La vengeance est émotionnelle. La protection est stratégique. À la fin de la journée, tout était sécurisé. Proves archives. Avocate infamy. Démarches in clenches. Serrure a changé dès le lendemain. Je me suis levée, j'ai fermé mon ordinateur. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ils avaient planifié leur après. Moi aussi, désormais. Sauf que le mien serait propre. Documenté. Et irréversible. Quand j'ai commencé à lire les recherches de Maxime, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti quelque chose de plus froid. Une lucidité. Dans l'historique, il n'y avait pas seulement des messages d'amour. Il y avait des calculs. Comment protéger ses actifs avant un divorce ? Comment transférer de l'argent sans que le conjoint le voie ? Bien propre vs bien commun. Compte à l'étranger discret. Crypto-monnaie et séparation. Chaque ligne était une preuve qu'il ne préparait pas seulement une sortie. Il préparait une extraction.
Ce n'était pas l'erreur d'un homme emporté par ses sentiments. C'était un plan. Un plan pour aimer ailleurs. Et pour partir sans payer le prix. Il avait écrit à Karine. Il faut que je fasse ça intelligemment. Je ne peux pas perdre la moitié. La moitié. Pas notre maison. Pas notre vie. Pas 8 ans de mariage. La moitié. Je suis devenu un pourcentage. Il consultait des forums juridiques la nuit. Des modèles de contrat. Des astuces pour réorganiser un patrimoine avant séparation. Des conseils pour déplacer de petites sommes régulièrement, sans éveiller les soupçons. Je lisais tout, ligne après ligne. Et à chaque phrase, quelque chose en moi se solidifiait. Ce qui me blessait le plus n'était pas l'infidélité. C'était la préméditation. Il ne voulait pas seulement partir. Il voulait me laisser affaibli. Je me suis tournée vers Léo. Il était pâle. Ce n'est pas un accident, a-t-il murmuré. Non. Ce n'était pas un accident. C'était une stratégie. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus en train de gérer une trahison sentimentale. Je gérais une tentative de déséquilibre. Et moi, je ne serais pas la partie faible. Plus jamais. Je n'ai rien dit à Maxime ce soir-là. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas crié. Je me suis contentée de noter mentalement. Tu avais peur de perdre la moitié. Maintenant, tu vas devoir expliquer pourquoi tu as essayé de la cacher. Et cette fois, ce ne sera pas dans une salle de bain. Ce sera face à un juge. Quand j'ai refermé le téléphone de Maxime, je n'ai pas explosé. Je me suis organisée. À partir de cet instant, j'ai décidé une chose simple. Aucune scène. Aucune insulte. Aucune larme devant eux. Ils avaient choisi le chaos. Moi, je choisirais la procédure. Je me suis redressée. On va faire les choses correctement, ai-je dit. Ma voix était posée. Presque administrative. Maxime m'a regardé comme s'il cherchait l'ancienne version de moi. Celle qui aurait crié. Celle qui aurait supplié. Celle qui aurait négocié. Elle n'était plus là. Je n'ai pas argumenté sur l'amour. Je n'ai pas discuté des sentiments. Je n'ai même pas parlé de trahison. J'ai parlé de faits. Dates. Messages. Recherche financière. Tentative d'anticipation du divorce. Tout était documenté. Léo était à côté de moi. Silencieux. Solide. Nous n'étions plus deux conjoints blessés. Nous étions deux adultes en train de sécuriser une situation. J'ai envoyé les captures d'écran sur mon cloud. Je les ai transférées sur une clé USB. J'ai pris des photos de l'historique de navigation. J'ai vérifié les sauvegardes automatiques. Chaque geste était précis. Sans tremblement. Maxime a tenté. Tu exagères. On peut régler ça entre nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Adjustment. Ce n'est plus entre nous. Ce sera cadré. Karine essayait encore d'adoucir. On peut rester civilisé. Nous le sommes, ai-je répondu. C'est pour ça que tout sera fait légalement. Je ne leur ai offert aucune émotion exploitable. Pas de colère à retourner contre moi. Pas d'hystérie à brandir devant un juge. Pas de phrases qu'ils pourraient déformer. Seulement du calme. Un calme qui les mettait mal à l'aise. Ils s'attendaient à un effondrement. Ils ont trouvé une stratégie. Et dans leurs yeux, j'ai vu le moment exact où ils ont compris. Je n'étais plus la femme surprise dans son propre drame. J'étais celle qui écrivait la suite. Avec méthode. Et sans trembler. Je n'ai pas laissé la situation traîner. Pas de débat. Pas de « on va voir ». Pas de longues discussions inutiles. J'ai ouvert l'armoire et posé une valise sur le lit. Vous avez 20 minutes, ai-je dit calmement. Maxime aimait regarder, incrédule. 20 minutes? Oui. Le strict nécessaire. Karine serrait encore sa serviette contre elle, comme si le tissu pouvait la protéger de la réalité. Je ne criais pas. Je donnais des règles. Clairs. Courts. Non négociables. Une valise chacun. Pas d'ordinateur. Pas de documents. Pas de fouilles dans les tiroirs. Demain, récupération du reste en présence d'un tiers.
Maxime a tenté un dernier mouvement. C'est aussi chez moi. Je l'ai regardé sans hausser le ton. Plus maintenant. Le silence qui a suivi était plus fort qu'un hurlement. Ils se sont habillés en vitesse. Le bruit des fermetures éclaire. Les cintres qu'on décroche. Les pas hésitants. Je restais debout près de la porte. Immobile. Je n'étais plus en train de perdre quelque chose. J'étais en train de poser une limite. Karina murmur. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas comme ça que ça s'était passé. C'était exactement comme ça que leur choix les avait conduits. Maxime a refermé la valise. Il m'a regardé une dernière fois. Il cherchait une fissure. Un doute. Une larme. Il n'a trouvé que du calme. Je me suis avancée vers l'entrée. J'ai ouvert la porte. Vous partez maintenant. Pas de discussion. Pas d'explication. Pas de scène. Ils sont sortis. Le bruit de leurs pas dans l'escalier a résonné quelques secondes. Puis plus rien. J'ai refermé la porte doucement. Pas violemment. Dousement. Et j'ai tourné la clé. Ce n'était pas un geste de colère. C'était un geste d'ordre. La maison était silencieuse. Pour la première fois depuis des mois, ce silence m'appartenait. Le soir même, je n'ai pas attendu. J'ai appelé un serrurier. Pas demain. Pas quand j'aurai le temps. Tout de suite. Quand il est arrivé, je lui ai simplement dit. Toutes les serrures. Porte d'entrée. Garage. Terrace. Il a travaillé sans poser de questions. Le bruit du métal remplacé résonnait comme une mise à jour définitive. Chaque cylindre changé, c'était une frontière qui se redessinait. Le lendemain, la visite était encadrée. Maxime n'est pas venu seul. Un tiers neutre était présent. Officiel. Calme. Impartial. J'avais préparé une liste. Inventaire précis. Vêtements personnels. Effets professionnels. Objets strictement identifiés. Rien d'autre. Pas de fouille. Pas d'improvisation. Pas d'accès au dossier. Il marchait dans la maison comme un invité. Plus comme un propriétaire. Je notais chaque objet pris. Chaque carton fermé. Chaque signature apposée. Il a essayé une fois. On peut parler 2 minutes? Non. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. La procédure parlait pour moi. Les preuves étaient déjà sauvegardées. Copie dans le cloud. Capture d'écran classée par date. Enregistrement du jour précédent archivé. Recherches Internet exportées. Chronology reconstituée. Rien ne dépendait plus d'un téléphone fragile ou d'un souvenir flou. Tout était sécurisé. Quand il est parti avec ses cartons, la maison ne paraissait pas vide. Elle paraissait nettoyée. Je suis montée dans la chambre. Le lit était refait. Les rideaux ouverts. L'air circulait. Il restait des traces invisibles, bien sûr. Mais plus aucune porte n'était accessible sans ma clé. Et cette clé, désormais, je la tenais seule. Karine n'a pas tardé. Moins d'1 heure après être sortie de chez moi, sa voiture était à nouveau devant sa maison. Léo était déjà là. Les lumières étaient allumées dans le salon, pas dans la cuisine. C'était toujours la cuisine qui vivait le soir. Ce détail disait tout. Elle est entrée avec sa valise. Pas dramatique. Pas en pleurs. Juste pâle. Léo l'attendait debout. Les enfants étaient à l'étage. On entendait un dessin animé, trop fort. Comme si le volume pouvait protéger de la vérité. Ils ne se sont pas disputés. Pas de cris. La réalité s'installe rarement en hurlant. Elle s'assoit entre 2 personnes et ne bouge plus. Depuis quand? A demandé Léo. Elle n'a pas essayé de mentir. Depuis la soirée chez eux. Il a fermé les yeux 1 seconde. Ce n'était plus une question. C'était un constat. Il lui a dit calmement. On va faire ça proprement. Pour les enfants. Ce mot, proprement, n'avait plus rien à voir avec la morale. Il parlait d'organisation, de garde, d'école, d'horaire. La vie qui continue, malgré tout. Plus tard, il est rentré chez lui seul. Karine est restée dans la chambre d'amis.
La maison semblait plus petite. Comme si les murs s'étaient rapprochés. Les enfants ont demandé. Papa, maman est fâchée? Il s'est accroupi. Il n'a pas menti. Maman et papa doivent parler de choses importantes. Ils ont compris plus qu'ils ne le pensaient. Ce soir-là, personne n'a vraiment dormi. Ni chez moi, ni chez eux. La différence, c'est que chez moi, la porte était verrouillée. Et chez eux, la vérité venait d'entrer. Sans demander la permission. Le lendemain matin, Léo a pris son temps. Pas de grande annonce théâtrale. Pas de colère. Pas de détails inutiles. Juste la vérité. Les garçons étaient assis à la table du petit déjeuner. Cereals. Berres de light. Un mercredi ordinaire. Il s'est assis en face d'eux. On doit parler. Ils ont levé les yeux immédiatement. Les enfants sentent quand quelque chose a changé. Il n'a pas accusé. Il n'a pas insulté. Il n'a pas raconté la scène. Maman et moi, on traverse quelque chose de difficile. On ne sera plus ensemble comme avant. Silence. Le plus grand a compris tout de suite. Le plus petit a demandé. C'est parce qu'on a fait quelque chose? Léo a secoué la tête. Non. Jamais. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est une décision d'adulte. Il n'a pas dit « elle m'a trompé ». Il n'a pas dit « elle a menti ». Il a dit « parfois, les adultes font des choix qui changent la famille. Mais ça ne change pas l'amour qu'on a pour ses enfants. » Il parlait lentement. Chaque mot pesait. Les garçons ont pleuré. Pas longtemps. Mais assez pour comprendre que quelque chose se termine. Léo les a pris contre lui. Il n'a pas promis que tout irait bien. Il a promis qu'il serait là. Et il savait que cette promesse, au moins, il pouvait la tenir. Ce jour-là, la vérité est entrée dans leur maison. Pas comme une arme. Pas comme une vengeance. Comme une base. Solide. Et même si tout était fissuré, ils ne vivaient plus dans un mensonge. Les jours suivants, tout est devenu administratif. Fini les discussions émotionnelles. Place au dossier. Séparation officielle. Déclaration. Inventaire des biens. Relèves bancaires. Ce qui avait commencé dans une salle de bain se poursuivait désormais dans des cabinets juridiques. Maxime pensait pouvoir négocier. Il a tenté une approche raisonnable. On peut éviter d'aller trop loin. On peut trouver un arrangement. Mais les messages sauvegardés racontaient une autre histoire. Ses recherches sur comment protéger ses actifs avant divorce. Ses tentatives de déplacer de l'argent. Ses échanges sur éviter de perdre la moitié. Tout était daté. Class. Archive. Lors de la première réunion officielle, son assurance a légèrement vacillé. Son avocat a feuilleté les pièces. Il a levé les yeux vers lui, brièvement. Ce regard disait « Pourquoi avez-vous écrit ça ?» La manipulation qu'il croyait invisible devenait un argument contre lui. De mon côté, je ne demandais rien d'excessif. Juste ce qui était légalement prévu. La loi est froide. Mais elle est précise. Et quand les preuves sont propres, les discussions raccourcissent. Je reprenais un espace. Le lit a changé de place. Nouvelle disposition. Nouvelle perspective quand on ouvre les yeux le matin. Les tables de nuit ont été vidées. Les tiroirs nettoyés. Tout ce qui portait une trace inutile est parti. Sans cérémonie. Dans le salon, j'ai déplacé les meubles. Pas beaucoup. Juste assez pour que le chemin ne soit plus le même. Je voulais que mes pas ne suivent plus l'ancien rythme. La cuisine aussi. Nouvelle vaisselle. Nouveau tapis. Petits détails. Mais chaque détail disait « Tu es chez toi ». Un soir, j'ai posé la bouilloire. Le bruit de l'eau qui chauffe m'a semblé plus net. Je me suis assise au milieu du salon. Pas pour pleurer. Pas pour réfléchir. Juste pour respirer. Longment. Comment. La maison ne portait plus le poids d'un mensonge. Elle redevenait un lieu. Pas une scène. Et pour la première fois depuis des mois, je n'attendais plus que quelqu'un rentre. Je respirai. Chez moi. La reconstruction n'a pas commencé par une grande décision.
Elle a commencé par une inscription. Un atelier de peinture abstraite, le mardi soir. Je me souviens encore de la première séance. L'odeur de l'acrylique. Les toiles blanches alignées. Des inconnus concentrés sur leurs couleurs. Personne ne savait que j'étais la femme de Maxime. Personne ne connaissait mon histoire. J'étais juste une femme avec un pinceau trop chargé de bleu. Au début, je peignais avec retenue. Des lignes droites. Des formes contrôlées. Puis un jour, j'ai laissé la couleur couler. Sans corriger. Sans effacer. C'était étrange. Liberateur. Comme si j'apprenais à accepter l'imprévu sans vouloir le maîtriser. L'atelier est devenu un rendez-vous avec moi-même. Pas pour fuir. Pour me redéfinir. On me demandate. Tu travailles dans quoi? Tu aimes quelle couleur? Pas. Tu es marié? Depuis combien de temps? Mon identité n'était plus attachée à un nom. Elle redevenait personnelle. Au printemps, j'ai pris la voiture et je suis partie seule à la mer. Sans programme. Sans réservation compliquée. Juste un sac. Un carnet. Et le besoin d'espace. Sur la plage, tôt le matin, il n'y avait presque personne. Le vent était froid. L'eau grise. Je marchais longtemps. Sans téléphone. Sans notification. Sans explication à donner. Être seul ne ressemblait plus à une punition. Ça ressemblait à une liberté calme. Je mangeais quand j'avais faim. Je dormais quand j'étais fatiguée. Je regardais l'horizon sans penser à ce que quelqu'un attendait de moi. Un soir, assise face à l'eau, j'ai compris quelque chose de simple. Pendant des années, je m'étais présentée comme la femme de. Même inconsciemment. Même fièrement. Aujourd'hui, je pouvais dire. Je suis moi. Sans complément. Sans justification. La reconstruction n'a pas été spectaculaire. Elle a été régulière. Discreet. Solide. Et chaque toile peinte, chaque marche au bord de la mer, chaque silence choisi, était une preuve que mon identité ne dépendait plus d'un mariage. Elle dépendait de moi. Avec le temps, quelque chose a changé en profondeur. Pas la situation. Pas les souvenirs. Moi. Je n'ai jamais cherché à me venger. Je n'ai pas raconté l'histoire à tout le monde. Je n'ai pas traqué leurs erreurs. Je n'ai pas souhaité leur chute. La justice a suivi son cours. La vie aussi. Et ça suffisait. Au début, certains me demandaient. Tu ne veux pas qu'ils regrettent? Tu ne veux pas qu'ils paient? Je répondais toujours la même chose. Ils paient déjà. Avec leur choix. La vengeance maintient un lien. Or, je ne voulais plus aucun lien. Ce que j'ai repris, ce n'était pas un homme. Ni une réputation. Ni un statut. C'était mon pouvoir de décision. Changer les serrures. Classer les preuves. Signer les papiers. Réorganiser la maison. Chaque action était un geste de reprise. Un soir, assise dans le salon fraîchement repeint, j'ai compris que je n'avais plus besoin d'expliquer mon calme. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais stable. Et la stabilité est plus puissante que la colère. Je ne regardais plus son profil en ligne. Je ne cherchais plus à savoir si leur relation tenait. Ce n'était plus mon affaire. Mon énergie allait ailleurs. Dans mes projets. Dans mes cours. Dans mes nouvelles habitudes. Le calme qui s'est installé n'était pas du vide. C'était une présence différente. Une autorité intérieure. Je savais désormais que si quelque chose se fissurait, je pouvais faire face. Sans cri. Sans panique. Sans dépendre. Reprendre le pouvoir ne signifie pas écraser l'autre. Cela signifie arrêter de lui donner le contrôle. Et ce jour-là, sans déclaration, sans scène, j'ai su que j'avais récupéré quelque chose d'essentiel. Moi. Je ne m'attendais pas à le revoir. Pas ce jour-là. Pas entre les pommes et les caisses automatiques. Il était devant le rayon des fruits. Un peu plus voûté. Un peu plus fatigué. Le genre de fatigue qu'on ne corrige pas avec du sommeil. Il m'a vu avant que je ne l'ignore. Il a hésité une seconde. Puis, Eugenie. sa voix n'avait plus cette assurance tranquille d'avant. Je me suis arrêtée. Pas par émotion. Par politesse.
Il a serré la poignée de son chariot. Je voulais te dire, je suis désolé. Pour tout. Il n'a pas cherché d'excuses. Pas de mais. Pas de justification. Juste une phrase simple. Tardive. Je l'ai regardé. Sans colère. Sans tremblement. Je me suis surprise à ne rien ressentir. Ni douleur, ni nostalgie, ni satisfaction. Rien. Un calme propre. Je sais, ai-je répondu. Pas je te pardonne. Pas tu m'as détruite. Juste, je sais. Parce qu'au fond, ces excuses n'étaient plus nécessaires à ma paix. Il a attendu autre chose. Un échange. Un reproche. Un souvenir partagé. Il n'a rien eu. Je lui ai souhaité une bonne journée. Avec la même neutralité que pour un ancien collègue. Puis j'ai continué mon chemin. Sans me retourner. Dans la voiture, j'ai posé mes mains sur le volant. J'ai vérifié en moi. Toujours rien. Et c'était ça, la vraie victoire. Pas qu'il regrette. Pas qu'il souffre. Mais que son existence ne déclenche plus rien en moi. L'indifférence propre. Claire. Net. Definitive. Leur histoire n'a pas explosé. Elle s'est éteinte. Lentaiment. Sans mystère. Au début, ils affichaient leur nouvelle vie. Photos sobres. Messages discrets. Silence prudent. Mais ce qui naît dans le secret dépend du secret. Sans cachette. Sans frisson volé. Sans mensonge partagé comme ciment. Il reste quoi? Ils ont découvert la lumière. La braille. Celle où il faut assumer. Celle où les enfants posent des questions. Où les factures arrivent. Où les caractères s'opposent sans l'excitation de l'interdit. On m'a dit plus tard que ça devenait compliqué. Des disputes. Des reproches. Des tu avais promis. Le quotidien n'a pas la douceur des hôtels anonymes. Ni le romantisme des parkings discrets. Quand la relation n'est plus une fuite, mais une construction. Elle révèle sa structure. Et là leur tenait surtout sur la clandestinité. Je n'ai pas assisté à leur chute. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas savouré. Je savais simplement une chose. Ce qui vit dans l'ombre ne supporte pas toujours le jour. Un amour qui demande des mensonges pour exister n'est pas un amour solide. C'est une parenthèse. Et les parenthèses, par définition, finissent toujours par se refermer. Avec le recul, je ne retiens pas la trahison. Je retiens la leçon. La confiance n'est pas un acquis. Ce n'est pas un décor permanent. C'est une ressource. Et comme toute ressource précieuse, elle se mérite. Et se protège. J'ai compris que faire confiance ne signifie pas fermer les yeux. Cela signifie choisir d'ouvrir la porte en sachant que l'on peut aussi la refermer. Avant, je croyais que l'amour exigeait patience, compréhension, adaptation. Aujourd'hui, je sais qu'il exige surtout des limites. Les limites ne sont pas des murs contre l'autre. Ce sont des frontières pour soi. Elles disent « Eux ici, je me respecte. Eux ici, je ne négocie pas. Eux ici, je ne me trahis pas. »
Sans limite, on s'efface. Avec des limites, on existe. La trahison m'a appris quelque chose de simple. Quand quelqu'un brise ta confiance, tu n'es pas obligé de te briser avec elle. Tu peux partir. Tu peux fermer. Tu peux reconstruire. Ce n'est pas de la dureté. C'est de la survie. Je ne suis pas devenue méfiante. Je suis devenue lucide. Je fais confiance, oui, mais je n'abandonne plus mes clés intérieures à quelqu'un d'autre. La confiance est une richesse. Les limites sont une protection. Et entre les deux, il y a l'amour-propre. Celui qui, une fois retrouvé, ne se négocie plus.